disais que voilà, c'est la structure de la norme ISO 27001. Et bien sûr, on commence par la clause 4, la clause 5, 6, 7, 8 jusqu'à la clause 10. Et certains d'entre vous, vont se poser la question, pourquoi on commence par la clause 4? Où sont passées les autres clauses, en l'occurrence 3, 2, 1 et 0? Alors, pour vous dire, c'est une structure qui est préconisée par le ISO et je vais refaire le partage. Je vais partager avec vous un autre, je dirais, un autre élément. Voilà. C'est l'ISO, c'est la structure de l'ISO. D'accord? Je vérifie si on est déjà en live. C'est très important. Oui, on est déjà en live. Voilà. Et voilà, c'est ça. Alors, la norme ISO, premièrement, vous allez la trouver sous différents angles ou sous différents formats. On peut la trouver en anglais, on peut la trouver en français, mais en plus, on peut la trouver bien sûr, en langue arabe. Et voilà, il y a l'avant-propos, c'est la structure de la table, le contenu de la norme. On commence toujours par 0, qui est introduction, et c'est à l'instar de tous les autres, bien sûr, tous les autres standards. Il faut faire attention. On a l'introduction, on a un domaine d'application, 2 références nominatives, 3 termes et définitions. Bien sûr, on arrive à la quatrième, la clause 4, qui est le vif du sujet, qui est le contexte d'organisation. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est lié, bien sûr, au 27001 directement. Alors, il faut prendre en considération ces éléments-là. Je reviens au slide et je repartage, j'arrête et je partage avec vous le slide, bien sûr. Voilà. Alors voilà, on commence par les piliers, le contexte de l'organisme. C'est très important d'avoir c'est quoi le contexte de l'organisme. Sixième clause, c'est la planification. Et la dernière fois, on a parlé on récupérer. Alors, le 5e point qui est le leadership et l'engagement, je vous assure, et c'est un conseil d'un expert que j'ai effectué plusieurs implémentations de plusieurs systèmes, soit en matière de management de projet, soit en matière de sécurité ou de gouvernance. S'il n'y a pas un engagement du leadership, ce n'est pas la peine de bosser ou de travailler sur un projet d'implémentation. Et c'est pareil pour le SMSI. Ça veut dire que la première partie prenante que je considère délicate et importante pour la réussite de projets d'implémentation, c'est le leadership. Ça veut dire que le top management doit, bien sûr, s'investir en matière de son potentiel et en matière, bien sûr, de financement pour réussir le projet. La politique, on lie au leadership parce que le output d'un SMSI, c'est la politique. C'est la politique de sécurité système d'information ou qu'on nomme PSSI. D'accord? Alors, d'ailleurs, une politique qui n'est pas approuvée, qui n'est pas signée par le directeur général ou bien par une responsabilité qui a le poids dans l'entreprise, c'est une politique qui n'a aucune valeur. En tant qu'auditeur, on pose parfois la question, est-ce que vous avez une politique de sécurité d'information? On ne dit que voilà, on a la politique. Mais on trouve que c'est une politique qui est formelle en quelque sorte. Il n'est pas signé, il n'est pas approuvé. D'accord? Et en plus, on doit dégager les rôles et responsabilités des autorités. Alors là, on est dans l'obligation, puisqu'on parle de rôles et responsabilités aux autorités au sein de l'organisation. Premièrement, on est dans l'obligation, bien sûr, de nommer un RSSI qui est le responsable de sécurité système d'information. Ça, c'est primordial. Deuxièmement, c'est de nommer un comité de sécurité de système d'information. Le premier, c'est un RSSI. La deuxième, qui est l'organisation, on parle autorité et organisation, c'est le CSSI. Ça veut dire comité de sécurité système d'information. Alors, la partie délicate, c'est que ce comité-là, elle est pluridisciplinaire. N'imaginez pas, lorsqu'on parle de sécurité, c'est une affaire, bien sûr, qui ne touche que la partie informatique. Non, pas du tout. Alors, sur la clause 6, on va parler de la partie liée au risque. Et bien sûr, vous vous souvenez très bien qu'on a parlé pour mettre en place un SMSI, il faut bien sûr combiner les 3 normes qui existent. La première, le ISO 27001. La deuxième, c'est le référentiel de bonnes pratiques, le ISO 27002.
met le fond et s'articule sur le ISO 27005 qui est le management de risque. Alors là, sur la planification, ce qu'on va faire, on est dans l'obligation de faire des actions liées au risque, bien sûr, et aux opportunités. D'accord? Parce que dans la philosophie anglo-saxonne, un risque, c'est déjà une opportunité, ce n'est pas quelque chose qui fait peur, mais bien sûr, c'est une opportunité à saisir. Je peux citer un exemple tel que, bien sûr, l'ouverture du système d'information. Vous allez ouvrir votre système d'information pour que ça soit utilisé par d'autres acteurs externes. Bien sûr, si on prend le mobile bank ou bien l'accès à la banque via le web, c'est une ouverture. Ça veut dire que la banque ou les banques, ils sont en train d'ouvrir leur système d'information. Il y a un vrai risque parce que le système, il est ouvert maintenant pour d'autres parties prenantes, mais on est dans l'obligation, bien sûr, de saisir parce que c'est une opportunité de gain. Une fois on ouvre, ça veut dire que c'est le e-marketing, c'est le e-commerce, c'est des choses qu'on est obligé de faire et bien sûr qui seront bien sûr très bénéfiques pour l'entreprise. Alors, il y a le 6.1, c'est 6.1.1, c'est des généralités sur tout ce qui est risque. Et lorsqu'on parle de risque, on parle de, bien sûr, c'est des menaces, bien sûr, c'est des vulnérabilités et bien sûr, c'est des actifs. Et la définition la plus délicate qu'on donne, bien sûr, au risque, c'est la possibilité qu'une menace exploite une vulnérabilité d'un actif de l'organisme. D'accord? Alors, ça, c'est une définition qui est claire et généralisée, qui permet bien sûr de comprendre la notion de risque, et c'est des choses-là qu'on peut trouver dans cette sous-clause, si on veut dire, généralité. Alors, appréciation des risques de sécurité de l'information. Alors, beaucoup de termes, il y aura gestion, il y aura, je dirais, gestion de risque, il y a appréciation de risque, il y a traitement de risque. Beaucoup de nomenclature que vous allez bien sûr avoir, mais c'est vraiment des choses qui sont liées beaucoup au ISO 21500. Mais la gestion n'est pas l'appréciation, n'est pas le traitement. Ce sont des choses bien sûr différentes. Et bien sûr, par la suite, on verra chacune de signification de ces termes-là. Et bien sûr, définir quel est l'objectif de la sécurité de l'information. Est-ce que c'est protéger la notoriété de l'entreprise? Est-ce que c'est protéger le label? Est-ce que c'est protéger les ressources? Est-ce que c'est protéger les actifs? Est-ce que c'est protéger l'actif informationnel? Beaucoup d'éléments qu'on peut poser, bien sûr, dès le départ. Et je répète qu'il n'est pas obligatoire de toucher tout le périmètre. On peut bien sûr se concentrer à un certain moment sur la sécurité RH, comme on peut se concentrer sur la sécurité d'exploitation, la sécurité d'accès, etc., c'est au fur et à mesure. Et bien sûr, on doit planifier pour atteindre les objectifs. Les objectifs, ce sont atteindre quoi? Des objectifs, ce sont les indicateurs de performance. Alors voilà, clause 7, c'est la partie support. Après la mise en place, on doit fournir à notre SMSI toutes les ressources de mise en place, les compétences nécessaires. Les compétences peuvent être bien sûr des compétences en interne ou bien sûr en externe. Supposons qu'on veut mettre en place un firewall ou bien sûr un système de sécurité firewalling, on est dans l'obligation bien sûr d'offrir des ressources, soit des ressources internes ou bien des ressources externes. Il faut avoir les compétences nécessaires, d'accord? Il faut bien sûr passer par la sensibilisation et c'est parmi les éléments le plus, je dirais, négligés par les entreprises. On se focalise surtout sur la partie technique et on néglige que la partie sensibilisation est un facteur très important bien sûr, dans la mise en place d'un SMSI. La sensibilisation n'est pas pour tout simplement les employés, mais toutes les personnes qui ont accès, bien sûr, aux actifs informationnels de l'entreprise doivent être sensibilisées sur l'importance de la sécurité de l'information. La communication en interne, lorsqu'on veut réaliser une politique de sécurité, une PSSI, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire d'un RSSI ou l'affaire du top management, c'est l'affaire de tout le monde. D'accord? Il faut bien sûr avoir des informations documentées. C'est la formalisation. D'accord? Et pour la formalisation, vous aurez un aspect généralité qui va vous montrer voilà les documents à utiliser. Et voilà, c'est en quelque sorte, c'est shortlist. C'est une shortlist qu'on doit faire et on doit mentionner quelles sont les choses qu'on doit mettre bien sûr en place. Création et mise à jour. Création, ça veut dire création d'un nouveau besoin et mise à jour, bien sûr, des autres aspects
du SMSI au fur et à mesure, bien sûr, de la réalisation de notre projet. 753, ils sont tous, bien sûr, si vous rendez compte, ils appartiennent à l'information documentée, la maîtrise des informations documentées. Ça veut dire que seules les personnes habilitées à mettre à jour ces informations, à utiliser ces informations et à créer ces documents, bien sûr, on doit bien sûr les dénombrer, avoir quelles sont bien sûr les personnes qui auront cette habilité de modifier les documents. Alors, fonctionnement, on va faire ce qui a été planifié ici dans cette phase en utilisant les ressources et les compétences et les outils, bien sûr, sensibilisation et communication. Bien sûr, on doit, bien sûr, faire contrôle opérationnel. Je m'explique. On a planifié la mise en place d'un système antivirus. Pourquoi? Parce qu'on a senti qu'il y a un risque que les informations peuvent être infectées et touchées par un virus. On planifie la mise en place de ce projet-là, mais on doit contrôler. Le contrôle doit être réalisé, bien sûr, par le biais de certains contrôles réalisés par le RSSI. L'appréciation des risques de sécurité de l'information, si, par exemple, on fait l'appréciation, si on ne fait pas les antivirus, on aura quoi? C'est une appréciation. Si on les fait, est-ce qu'on aura un problème? Parfois, les dommages ou les préjudices d'un risque sont à accepter. Bien sûr, si le coût de traitement du risque il est très élevé, d'accord? Si le coût il est très élevé, parfois on accepte le risque sans aucun problème. Bien sûr, on passe au traitement. Il y a plusieurs types de traitements. Il y a l'éradication de risques liés à la sécurité. On a je dirais une fenêtre et ça représente un risque pour l'entreprise. Pour éradiquer, on va enlever la fenêtre, on va faire des briques, bien sûr, des murs, etc. Ça veut dire qu'on a éradiqué le risque définitivement. D'accord? Il y a certaines banques, je dirais, qui n'ont pas poussé vers des projets de e-banking ou de pocket bank, parce que c'est une philosophie, c'est une stratégie de la banque. Pour eux, c'est ouvrir le système d'information de la banque. C'est un risque émanant, c'est un risque qui est très, très fort. Alors, pour éradiquer le risque, ça veut dire qu'on ne met pas ce type de projet. Après, il y avait le plan, d'où c'est la planification, la réalisation, ça veut dire la mise en place. Et puis, c'est la surveillance et les mesures. D'accord? À chaque fois, c'est vrai qu'on a mis en place des mesures de protection, mais on est obligé de faire la surveillance. Pourquoi la surveillance? Parce qu'il y a deux cas. Et là, la surveillance, deux types de surveillance. Soit on est proactif, ça veut dire qu'on est obligé de mettre en place les mesures avant que l'incident ne se déclenche, ou bien on doit être réactif, ça veut dire au cas où il y a un problème, on a cette possibilité de rectifier le tir. On peut faire aller à des audits internes, d'accord? Des audits internes parce qu'on a mis en place certains aspects opérationnels, antivirus, firewall, procédures politiques, etc. Après, on doit auditer parce qu'on est dans une logique d'amélioration. Il n'y a pas une entreprise qui met en place une seule politique de sécurité système d'information et bien sûr qui s'arrête. Ça ne se fait pas et je crois que ce n'est pas quelque chose qui est délicat. D'accord? Deuxième des choses, c'est des revues de direction. Des revues de direction, c'est de faire, la plupart du temps, on fait appel à un organisme externe. D'accord? Il y a le RSSI qui fait son travail, la mise en place de la politique, la mise en place d'un SMSI. Il y a l'auditeur interne qui fait des audits, bien sûr, mais la direction peut provoquer, bien sûr, peut faire appel à un œil externe pour valider, bien sûr, ce qui a été fait dans les aspects de sécurité. D'accord? Alors, la clause 10, la non-conformité et les actions correctives, c'est dans tous les cas. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place je dirais, des aspects organisationnels, la partie implémentation. Avec des indicateurs, on veut arriver à tel et tel objectif. Après, on fait le check. Vous avez deux choix dans le check. Ou bien vous avez deux alternatives dans le check. La première alternative, c'est que les résultats souhaités, ils ont été réalisés. Et là, on ne va pas s'arrêter encore parce qu'on est dans une logique d'amélioration continue. On essaie d'améliorer encore dans tous les aspects,
soit dans les indicateurs de performance, soit dans le coût de la réalisation. L'essentiel, c'est qu'on est obligé de trouver d'autres aspects d'amélioration continue. Ou bien, si on trouve des non-conformités, ça veut dire qu'on n'est pas conforme. Et ça, c'est une problématique. D'accord? Alors, la non-conformité, ça nécessite des actions correctives. La conformité, si on trouve qu'on est conforme, on cherche le 10.2 qui est l'amélioration continue dans d'autres aspects, bien sûr, qu'on essaie de chercher et de détecter. J'arrive à l'annexe, et ça, c'est le point qui est le plus délicat. Lorsqu'on parle de l'annexe A du ISO 27001, on est en train tout simplement de parler du bonne pratique ISO 27002. Ce que vous êtes en train de voir ici, c'est le ISO 27002. C'est tous les domaines relatifs à la sécurité du ISO 27002. Alors, permettez-moi de partager avec vous un autre document qui est extraordinaire et qu'on va essayer, bien sûr, de le partager avec vous. J'essaie de le trouver. Un petit instant, si vous permettez. Voilà. Et là, arrêtez. Puis partager. Voilà. Alors, c'est ça la partie la plus importante dans votre projet d'implémentation. Voilà les domaines. On va bien sûr les mesures. Et voilà les notes. Alors, les notes que vous aurez bien sûr, c'est des notes de 0 à 5, pas plus. C'est le niveau de maturité de 0 à 5. D'accord? Et voilà les aspects. Si vous faites, c'est les aspects qu'on doit vérifier au niveau de notre sécurité du système d'information. C'est ça. Alors, vous allez voir, le premier, c'est la politique. D'accord? Le deuxième, c'est l'organisation. Troisième, sécurité des ressources humaines. Quatrième, gestion des actifs, gestion des contrôles d'accès, la cryptographie, la sécurité physique et environnementale, la sécurité d'exploitation, de la communication, acquisition et développement et maintenance, la partie développement, relations avec les fournisseurs, bien sûr, la gestion de la continuité d'activité et bien sûr la conformité, tout type de conformité. Cette losange devant vous, c'est une losange magnifique parce qu'avant de commencer notre projet de mise en place, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle l'existant. On est obligé d'avoir l'existant. Alors, la situation de l'existant, c'est une situation qu'on doit maîtriser, c'est une situation qu'on doit mettre en place et ça a une grande valeur parce que je ne peux pas me permettre de commencer un projet d'implémentation sans avoir déjà l'état de lieu. Alors, l'état de lieu, c'est ça. C'est ça l'état de lieu. Lorsqu'on a des réponses, je prends par exemple la politique de sécurité, d'information. Voilà. Je me permets en tant qu'auditeur de poser la question, est-ce qu'il existe un ensemble de politiques en matière de sécurité de l'information qui sont approuvées? Et je souligne le terme approuvé par la direction. Diffuser, ça veut dire communiquer, ce qu'on a dit, la partie communication, aux salariés et aux tierces concernées. Alors, si je choisis ici, parce que c'est automatisé, non existant, c'est 0. Si je mets cas par cas, ça va devenir 1. Si je mets par exemple usage mais non formalisé, c'est 2, ainsi de suite. Une fois le 2, j'aurai la situation, bien sûr ici, c'est la situation que j'aurai 2, d'accord, ou bien 1. Alors ça nous permet d'avoir une idée globale sur l'aspect sécurité dans l'organisme. Alors, il y a la partie politique, il y a la partie organisation de la sécurité, ressources humaines, etc., qu'on va détailler, bien sûr, dans les slides. Alors, prenons la première partie qui est la politique de la sécurité de l'information, de sécurité de l'information. Est-ce qu'il y a premièrement une politique? Est-ce que la politique elle est approuvée, signée par la direction générale? Est-ce que la politique est distribuée, communiquée pour bien sûr tous les agents? D'accord? L'organisme ou bien sûr l'organisation de la sécurité de l'information. Parce qu'on ne peut pas se permettre de dire que cette politique, elle a été créée par une seule personne. Supposons que même si cette société dispose déjà d'un RSSI, d'accord? On ne peut pas dire qu'une seule personne a eu, je dirais, la force et l'énergie de créer cette politique. Non, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle le comité
de sécurité de système d'information. C'est une obligation. Et comme j'ai déjà cité, c'est un comité pluridisciplinaire, c'est un comité composé de toutes les parties prenantes au sein de l'organisme, partie métier, partie risque, partie juridique, partie IT et autres. 4.A.7, et là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous se posent la question, c'est quoi la relation entre la sécurité et les ressources humaines? Alors, je vous dis que les failles, 60% des failles proviennent des ressources humaines, parce que le côté technique, on peut le contrôler par des firewalls, par des antivirus. Le côté, je dirais, bâtiment, je peux le contrôler par des agents de sécurité. Mais je ne peux pas protéger l'information parce qu'une personne qui va prendre des éléments, un fichier Excel qui contient tout le data, la base de données des clients, des fournisseurs de votre boîte sur page, je dirais sur une clé USB, ça, on ne peut pas le contrôler parce que c'est quelque chose lié aux ressources humaines. Alors, dans la partie ressources humaines, on doit prendre en considération l'aspect, premièrement, avant le recrutement. Et ça, c'est très délicat. On traite l'aspect sécurité avant le recrutement, durant le recrutement, pendant le contrat et après la résiliation du contrat, soit par départ à la retraite ou bien par, je dirais, par licenciement ou autre, ou démission ou autre. D'accord? Gestion des actifs. Alors là, les actifs, beaucoup d'entre vous se poseront la question, c'est quoi un actif? Tous les éléments de la société sont considérés comme un actif. Tout le bien de la société. Les contrats, c'est un actif. Les postes, c'est un actif. Les salaires, c'est un actif. Les PC, c'est un actif. Les ordinateurs, c'est un actif. Les portables, c'est un actif. Les numéros de téléphone, c'est un actif. Les adresses IP publiques et privées, c'est un actif. L'adressage réseau, c'est un actif. D'accord? Il y a les contrôles d'accès, accès réseau, accès aux applications, accès au système. Il y a la cryptographie pour les sociétés qui utilisent des systèmes de cryptographie. D'accord? Comment on doit les gérer? D'accord? Et quelles sont les politiques et les procédures qui fédèrent cet aspect? La sécurité physique et environnementale, la sécurité des serveurs, la sécurité du data center, la sécurité du bâtiment, la sécurité liée à l'exploitation des actifs et à l'exploitation des services et des applications et des programmes de la société, la sécurité de la communication, je dirais les connexions Internet, les connexions ADSL, les connexions téléphoniques. L'acquisition, c'est pour les sociétés qui ont des développements, et ça, c'est un grand problème, parce qu'on n'a pas le contrôle sur le code, comment il est créé, est-ce qu'il y a des bugs, est-ce qu'il y a des fonctions qui ont été mises en place dans le code pour permettre de faire des actions qui ne sont pas légales, et bien sûr, la relation avec les fournisseurs. Parce que le fournisseur, c'est quelqu'un qui va accéder à votre espace, accéder à votre société, parfois même accéder à votre système d'information. Il a des contacts émanants avec vos personnels. Pour cette raison, on est dans l'obligation d'être vigilant vis-à-vis, bien sûr, les fournisseurs. Le A16, c'est la gestion des incidents liés à la sécurité de l'information. Les incidents qui ont une relation avec des aspects de sécurité de l'information sont toujours considérés en tant qu'incidents majeurs. Alors, je vous explique. Dans la logique de gestion d'incidents, il y a deux types d'incidents. Il y a des incidents normaux, d'accord, qu'on gère selon les priorités. Il y a des incidents majeurs qui nécessitent une réaction rapide. Alors, tous les incidents qui ont une relation avec la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité, ce sont bien sûr des incidents qu'on considère des incidents majeurs. Et dans cet aspect, il y a le référentiel ITIL qui gère bien cet aspect des incidents de la sécurité de l'information. Alors, il y a la partie continuité de service. C'est ce que vous appelez le plan de continuité d'activité ou bien le plan de reprise d'activité. Alors, l'incident, l'ennemi de l'incident, l'ennemi bien sûr de l'incident, c'est une panne. D'accord? Lorsque vous avez une panne, coupure électrique, un disque dur qui crache, je dirais une ligne téléphonique qui tombe en panne, etc., etc. Ça, c'est un incident. Et pour le remédier, on cherche des solutions palliatives. Ça veut dire que si vous avez un serveur backup, un disque dur backup, une ligne backup, etc. Mais par contre, supposons que
il y a un désastre, un tsunami, et c'est votre data center qui a été détruite à 100%. Là, on parle de la continuité d'activité, on ne parle pas de gestion d'incidents. D'accord? Alors, c'est pour cette raison, même les aspects sécurité, et bien sûr, pourquoi on parle de la continuité? Parce qu'on aura une indisponibilité totale de tous les services. Lorsque votre data center va bien sûr cracher, c'est tous les services. Alors, ça touche la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité. Et bien sûr, on est dans l'obligation de dire aux gens, est-ce que vous avez des plans de continuité d'activité ou pas? Le A18, c'est la partie conformité. Alors, la conformité, il y a deux à trois types de conformité. Il y a la conformité vis-à-vis les politiques et les procédures en interne. Il y a la conformité avec tout ce qui est légal. Il y a la conformité avec les organismes. Par exemple, Maroc, Banque le Maghreb, ou bien c'est des organismes qui imposent des lois. On doit être bien sûr conforme. À titre d'exemple, les datas de vos clients ne doivent pas être hébergés dans d'autres endroits ou bien sûr dans des serveurs étrangers. Ça doit être bien sûr hébergé dans des serveurs locaux, dans des serveurs marocains. Et pour cette raison, c'est une loi. Si vous ne respectez pas cette loi, vous n'êtes pas conforme. Alors, c'est ça brièvement les types de conformité. Bien sûr, on passera ici à la mise en place, compréhension de l'organisme et clarification des objectifs de la sécurité. Alors, je passe au PDCA, Plan, Do, Check and Act. Ici, c'est planifier, déployer, contrôler et agir. Si vous arrivez à stimuler, à comprendre ce slide-là, ça veut dire que vous n'aurez jamais de problème dans la mise en place. D'ailleurs, une grande partie des examens, dans l'examen de certification, il se focalise sur cette partie. Alors, dans la partie planification, lorsque vous voulez mettre en place un SMSI, alors initiez le SMSI par des réunions. La première des choses que vous allez faire, c'est de faire une réunion avec le top management. Il faut que le courant passe, il faut comprendre la vision du top management. 1.2, comprendre l'organisme, le contexte de l'organisme, l'entourage de l'organisme, les facteurs environnementaux de l'organisme. Tous ces éléments, vous devez les comprendre avant de commencer la mise en place. Analyser le système existant, c'est ce qu'on vient de dire, c'est ça. C'est ce fichier-là. Où est le fichier? Where is it? 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 Voilà. Où est le fichier? Je cherche. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça, analyser l'existant. Je dois avoir cette losange qui va me permettre d'avoir une idée sur le niveau de maturité. Alors, pour avoir, c'est un ensemble de questionnaires. Voilà. Chaque partie, chaque domaine possède des questionnaires. Et ça reflète, bien sûr, les aspects du ISO 27001, cryptographie, sécurité physique, sécurité de communication, acquisition, développement, gestion des incidents, gestion de la continuité et conformité. Voilà, je suis dans l'obligation, bien sûr, de répondre à ces questions et je n'ai pas le droit de commencer mon travail sans avoir une idée sur, bien sûr, l'existant. Leadership et approbation du projet. On présente le projet, voilà, et vous allez constater qu'on ne passe à cette action qu'après l'analyse de l'existant. Chose qu'on ne peut pas faire, parce qu'en analysant, comprendre l'organisme, analyser l'existant, le système existant, et après, demander l'approbation. Ça veut dire que vous avez déjà, grâce à 1, 2 et 1, 3, vous avez déjà une idée sur l'organisme en question. Bien sûr, une fois c'est fait, supposons que il s'est avéré qu'il y a beaucoup de carences en matière, bien sûr, de sécurité. Le top management ne va pas vous autoriser de toucher tous les aspects. Tout simplement, suite à des contraintes budgétaires, suite à des contraintes de fictifs, etc. Alors, 1.5, on doit déterminer le périmètre. Supposons que cette année, on va se focaliser sur les aspects sécuritaires liés à l'accès, ou bien liés aux ressources humaines, ou bien liés à la conformité. On choisit un périmètre, ou bien, dans d'autres cas, on peut choisir des processus métiers. D'accord?
je peux dire que cette année, je sens que j'ai des défaillances en matière de processus de comptabilité. Tous les éléments qui seront liés au processus de comptabilité vont être dans le périmètre de lycée Messi. D'accord? Ou bien dans la partie RH, ou bien dans la partie P, ou bien dans la partie exploitation. Soit il y a une logique par domaine, ou bien soit il y a une logique par processus métier. Alors, la politique, il est lié le périmètre, bien sûr. On fait une évaluation de risque. Alors, si je prends la comptabilité, j'ai un problème au niveau de la comptabilité. Je ne veux pas que ma comptabilité tombe en panne. Je vais dire, voilà, cette comptabilité, il est hébergé où? Il est hébergé dans un serveur. Le serveur, il utilise quel système d'exploitation? Il utilise quel réseau, etc., etc. Et je commence à descendre d'un niveau de granulation du processus métier jusqu'à la partie matérielle. Et j'inclus aussi la partie ressources qui utilisent ou bien qui ont accès à ce système. Alors, déclaration d'applicabilité, do go or not go. Est-ce qu'on a la possibilité? Parce que évaluer les risques, trouver les contre-mesures. Trouver les contre-mesures, c'est de l'argent. Alors, j'ai un serveur et pour garantir l'utilisation de l'application Sage ou SAP, je dois avoir un autre serveur. C'est un serveur backup. Un serveur backup va nécessiter de l'argent, va nécessiter un système d'exploitation, va nécessiter un contrat de maintenance, va nécessiter d'autres licences. C'est de l'argent. À chaque fois on parle de risque, les contre-mesures, ce n'est que des investissements que l'entreprise doit effectuer. Alors, on parle ici de déclaration d'applicabilité, do or not do. Une fois on a l'approbation d'application, c'est comme, je dirais, ordre de service, un ordre de service. Ça veut dire que vous avez la possibilité de travailler, de mettre en place. Pour le déploiement, la structure organisationnelle qui va faire quoi? D'accord? La gestion de la documentation liée au projet, la conception des mesures. Toutes les mesures seront, bien sûr, je dirais, reprises du référentiel ISO 27002. On parle de mesures. La politique, c'est une mesure. L'organisation, c'est une mesure. C'est des mesures. On communique sur le projet et on commence à faire la sensibilisation et à la formation. Sensibilisation, ça veut dire au patron que voilà, on est dans l'obligation de faire des formations à tous les éléments commerciaux, marketing, RH, risque, front office, back office. Ils sont tous concernés par la formation. Et bien sûr, on passe à l'implémentation des mesures. Pourquoi la sensibilisation? Parce que supposons que parmi les recommandations de la politique, on demande de bloquer le port USB. D'accord? Et le jour au lendemain, vous bloquez le bloc USB de l'ensemble de l'entreprise. Bien sûr, les gens, ils avaient l'habitude d'utiliser les USB, les imprimantes aussi sont liées par USB, etc. Et le jour au lendemain, voilà, et vous dites que voilà, on est en train de parler et de mettre en place la politique. C'est faux. Avant de commencer la mise en place, il faut distribuer les politiques, il faut distribuer les procédures et en même temps trouver aux gens des alternatives. Parce que ne pas utiliser la clé USB, c'est simple à mettre en place. Mais la partie métier, supposons que deux personnes ils prennent des informations pour les envoyer ou pour les remettre à une autre direction je dirais par une manière physique, là, tu es en train de bloquer le métier. La mise en place des politiques et des procédures et des mesures ne doit pas entraver la bonne démarche et la bonne continuation des activités métiers. Alors, à chaque fois on met les mesures, on est obligé de gérer les incidents. Premier incident, je reviens à l'exemple de l'USB. Alors, vous avez bloqué les USB, un PC qui redémarre, il ne détecte plus les imprimantes. Tu seras dans l'obligation de procéder à la résolution de ces problèmes-là. D'accord? Vous avez interdit la mise en place du FTP. Là, vous avez raison, mais c'est quoi l'alternative? Et ainsi de suite. Et gestion des opérations quotidiennes. C'est ça ce que je viens de dire, gestion des opérations quotidiennes. Alors, on a planifié, on a déployé, il y a le contrôle, le check. On doit suivre les mesures et leur évaluation. On doit faire les audits internes et la revue. Cette revue, elle est globale. La revue, elle est plus grande. L'audit interne, c'est le RSSI qui fait ça.
c'est le RSSI qui fait ça. Le RSSI, il prend la casquette d'un auditeur. Il a le périmètre qui est élargi sur tous les aspects, sans exception. D'accord? À part ça, il y aura des décalages, traitement des non-conformités, bien sûr, des audit findings. Ici, c'est les choses, ça marche bien. Bien sûr, on passe à l'amélioration. On avait mis en place un système antiviral. Le taux des virus était de 85%. On aimerait bien que éradiquer, arriver à 100%. Il n'y a pas d'attaque virale dans notre système d'information, système informatique. Voilà. Alors, le contexte, on va expliquer un peu le contexte et l'identification des parties prenantes et analyse des parties prenantes, déterminer le domaine d'application, ses limites et bien sûr le système de management du système d'information. Alors, l'organisme est devant des enjeux externes et internes pertinentes, d'accord, compte tenu de sa mission, d'accord. Mais l'objectif principal, c'est de protéger la notoriété. L'objectif principal, c'est de protéger l'existence de, bien sûr, l'entreprise. Et le management de la sécurité de l'information n'est qu'un moyen de faire ça, de protéger ça. D'accord? L'organisme doit déterminer les enjeux externes et internes compte tenu de sa mission qui influencent sur sa capacité à obtenir de résultats attendus de son système de management. D'accord? Et bien sûr, là, vous allez voir qu'ici, on est en train de parler de ISO 31000. Ça veut dire quelque chose sur le management de risque en global, et non pas le management de risque IT. Déterminer les objectifs. Alors, l'objectif de SMSI, c'est très important. Le premier objectif, c'est la gestion de risque. D'accord? Le deuxième objectif, c'est la gestion efficace de la sécurité. Le troisième, c'est d'avoir des avantages concurrentiels. La relation, c'est que le métier qui doit profiter, c'est l'alignement stratégique. On n'est pas ici en train de mettre en place un SMSI tout simplement pour mettre un SMSI, parce que même la mise en place d'un SMSI, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire par la loi. Mais la sécurité du système d'information et de l'information de l'entreprise, elle est délicate parce qu'une fois, je dirais qu'une partie du système d'information est attaquée, les bases de données de vos clients sont dispersées et distribuées dans les réseaux sociaux, vous êtes en train de perdre votre réputation. Et en perdant votre réputation, vous êtes en train de perdre bien sûr votre positionnement dans le marché. Alors, les analyses des exigences, il y a les lois, on parle de la conformité, il y a les normes, il y a les politiques internes, il y a le marché. C'est eux qui déterminent bien sûr les exigences. Parties prenantes, stakeholders, ils sont tous, votre organisme il est là. Le conseil d'administration, c'est une partie prenante, les employés aussi, l'équipe de direction, les syndicats, ils sont tous considérés en tant que internal stakeholders. Ça veut dire des parties prenantes en interne. Et bien sûr, vous aurez les institutions financières telles que les banques, les fournisseurs, les clients, les groupes d'intérêt, les actionnaires, l'ensemble du public, d'accord? Les médias, les législateurs. Alors, lorsque vous mettez votre site web, vous hébergez, vous mettez votre site web pour la population, c'est de l'information. Mais on appelle ça une information publique. Ça veut dire que vous êtes d'accord que cette information soit visible par tout le monde. Or, le problème, il est dans les informations qui ne sont pas publiques, qui sont privées et qu'aucune personne n'a le droit de les voir. Alors, j'espère qu'on a fait un peu le tour. On est arrivé à cette partie prenante. Je tiens à présenter mes excuses pour les problèmes de connexion. On espère que ce problème va être résolu le plus rapidement possible. Je n'oublierai pas de remercier l'équipe Khrayaf Dar pour les efforts qui sont fournis pour réussir cette opération et pour leur engagement. Et on se verra, Inch'Allah, dans la troisième séance. J'aimerais bien que M. Badr Boulak et les autres administrateurs nous envoient le nouveau planning. Et enfin, je vous souhaite un bon Ramadan, une bonne continuation sur Khrayaf Dar.
dans l'espérance de vous voir très prochainement et bonne soirée. Bye bye.